Bonjour. Je vois des têtes que je reconnais dans la salle. Ça me fait plaisir d'être là, de partager mon expérience avec vous, bien sûr. C'est toujours un plaisir de partager mon expérience. Je ne vais pas trop vous en dire, sinon ça va pas être la surprise. Mais est-ce que vous avez une idée quand même déjà, peuple autochtone ou peuple premier, ça vous parle? Le terme? Vous avez entendu d'autres termes que peuple autochtone? N'hésitez pas, parce que là, on est en toute intimité. Et je peux passer le micro. Peuple premier, peuple autochtone, est-ce que vous avez des exemples de peuples que vous connaissez déjà? Oui, j'ai pas entendu le nom, parce que du coup, je ne les connais pas. Les Surui, S-U-R-U-I, en Amazonie, qui essayent justement de défendre leur territoire contre la déforestation et, comment ça s'appelle, les aurifères, les personnes qui viennent creuser des mines. Voilà. Et avec un chef qui s'appelle Amir et qui régulièrement est allé challenger les politiques en France, aux Nations Unies, pour expliquer qu'il est en danger et que son territoire est en danger. Super, merci. Vous êtes allé là-bas? Non, mais je les ai rencontrés parce qu'ils produisent du café et on a mis en place une plateforme qui leur permet de vendre leur café directement aux torréfacteurs en Suisse. D'accord, merci. Est-ce que vous avez les plus proches de chez nous en Europe? Vous en connaissez? Oui, les Bretons. Les Bretons sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Il y en a d'autres en France qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO chez ces peuples autochtones. Les Basques, les Corses. Il en reste un. Les Gascons. Donc les peuples premiers, c'est les premiers habitants des terres ancestrales sur lesquelles ils habitent. Je continue le temps que les gens arrivent. Un petit peu, on reste de 1 ou 2 minutes. Donc en fait, pour être classé au patrimoine de l'UNESCO, peuple premier, il faut avoir une existence depuis toujours sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent. Même si au fur et à mesure, comme vous le disiez, les territoires ont rapetissé, et rapetissent à cause de l'exploitation de leur sol et qui sont extrêmement riches en ressources et en biodiversité. Donc il y a toujours cette existence depuis les ancestrales sur les territoires sur lesquels ils vivent. Il y a une autre caractéristique importante, c'est l'existence d'une culture identitaire très forte, particulière, singulière, avec une langue, avec de l'art, avec des coiffes, avec dialectes, comme je disais, avec des vêtements ethniques. Donc tout ça, ça fait aussi partie d'un autre critère, la culture. Troisième, c'est l'autodétermination par ces peuples, comme quoi ils appartiennent bien à une tribu ethnique. Et la reconnaissance, avant-dernier point, la reconnaissance par l'extérieur, comme quoi ces peuples-là font bien partie du clan ou de l'ethnie ou de ce peuple-là. Et puis enfin, la dernière caractéristique, c'est pas forcément la plus positive, puisque c'est souvent des peuples qui sont menacés d'extinction, puisqu'ils vivent en interdépendance avec le milieu naturel. Donc forcément, ils sont en première ligne de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de réchauffement climatique. Voilà. Donc ces peuples-là existent encore, et pour vous donner l'information avant qu'on parte en voyage ensemble à travers une conférence, ils sont encore 370 millions d'individus autochtones à travers le monde. Je ne sais pas si vous pensiez qu'il y en avait autant. 5% de la population mondiale qui préserve encore 80% de la biodiversité mondiale. Donc ils ont quand même un rôle clé en termes de développement durable et de plein de choses à nous apporter. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous avez envie. Bon, on y va. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. À 20 ans, j'ai senti une profonde colère monter en moi. Je me suis sentie écœurée par l'individualisme ambiant, par la surconsommation, par la spirale du temps qui s'accélère chaque jour. Alors pour fêter mes 20 ans, quoi de mieux que d'aller
pour moi en tout cas, avec une bouteille de champagne, ma tente, mon duvet, mon matériel de camping, randonnée pendant une quinzaine de jours en solitaire dans la forêt canadienne, le pays où je suis née. Donc je pars, randonnée dans la forêt canadienne. Mon seul compagnon de voyage, c'est mon sac à dos. Il me suit partout dans mes aventures et je l'ai appelé Pépère. Il pèse pas mal, 50 kilos, mais par contre il me permet d'être complètement en autonomie dans la nature. Après plusieurs heures de marche, au cœur de l'immensité sauvage et du silence de la nature, j'installe mon campement au bord d'un lac. Je ne sais pas si vous connaissez le Canada, mais imaginez un immense lac à perte de vue et tout autour de moi, la forêt, rouge, orangée. C'est l'été indien au Québec. Là-bas, ils appellent aussi l'été des Indiens au Québec. La nuit tombe, j'allume un feu. Silence. Soudain, j'entends un bruit derrière les arbres. J'aperçois un regard jaune, intense, brillant derrière les flammes. C'est un jeune loup. On s'observe longuement pour mieux s'apprivoiser. C'est comme si son regard me disait « Pars, Karine, à la rencontre des peuples de la nature, pars, suis ton instinct. » Quelle source d'inspiration pour entreprendre autrement ? Vous, comment dirigez-vous ? Comment décidez-vous ? À votre avis, est-ce que vous faites appel davantage à votre raison ou à votre instinct ? Ce jour-là, je prends la décision qui se révélera être le fil conducteur, le fil rouge de ma vie. Je partirai, grâce à mon instinct et mes intuitions bien sûr, je partirai explorer le monde, à la rencontre des peuples premiers, des peuples autochtones, en quête de leur enseignement. Alors je suis mon instinct et je pars à la rencontre des Amérindiens de mes terres natales canadiennes, en quête d'une autre vision du monde. Ça fait 2 heures que je roule sur une piste forestière. Quand j'aperçois au loin une maison en bois qui fume. À côté, un wigwam, vous savez, un tipi. Une femme amérindienne m'invite à entrer dans sa cabane. Le soir, dans le wigwam, assise en cercle autour du poêle, sur le sol en sapinette, je lui livre mon regard sur notre vision du monde et de la nature. Nous, les Occidentaux, nous sommes les prédateurs de la nature, de notre environnement. On cherche à le dominer, à le posséder, à le contrôler. On a les smartphones, la voiture intelligente, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le cloud, le big data. Et vous ? C'est quoi votre vision du monde ? De la nature ? Nous sommes la nature. Chaque être vivant a une âme. Les plantes, les animaux, le soleil, nous-mêmes les humains. Chaque être vivant a sa place. Nous avons tous la même valeur. Nous, contrairement à vous, on prend le temps d'observer ce qui nous entoure et de comprendre comment tout cela s'imbrique
et cohabitent ensemble, en équilibre, en harmonie. Oui, c'est vrai, je suis fière d'être Anishinaabe. Nous appartenons à notre territoire. Nous en sommes les gardiens. Notre terre-mère, notre écosystème, notre environnement, c'est elle qui nous permet de vivre. Tout l'amour qu'elle nous donne, nous devons le partager. Avec elle, mais avec tout le monde. C'est notre façon de vivre. C'est comme ça que ça marche. Nous formons un tout, interdépendant. Sa finalité, c'est l'équilibre et l'harmonie. Quelle source d'inspiration pour entreprendre autrement ? Vous, est-ce que vous avez en permanence cette vision écosystémique et écologique, cette préoccupation d'équilibre et d'harmonie sur votre territoire, sur votre environnement ? Je continue mon exploration sur la piste indigène. Je suis mon instinct et je pars à la rencontre du peuple San, des chasseurs-cueilleurs du Botswana. Ils vivent dans le désert du Kalahari. Après plusieurs jours à Maune, la capitale, de rencontre en opportunité, ma piste croise enfin la bonne personne, Xan. Il m'invite sur la terre de ses ancêtres. Xan est reparti. Ça fait plusieurs jours maintenant que je partage la vie de la tribu, de la communauté. Xan est reparti. Mais aujourd'hui, j'ai le droit à un privilège. Des hommes m'invitent à me joindre à eux pour aller en quête de gibier pour nourrir la communauté dans la savane. Alors, comment s'organisent-ils pour décrocher leur Graal ? Les 5 hommes sont en file indienne devant moi. À l'arrière, je suis la petite troupe en silence et je m'efforce d'observer à la fois l'environnement et comment eux fonctionnent dans cet environnement. Le premier de la troupe, le premier pisteur de devant, donne le rythme. Il trace la piste dans la savane. C'est le plus rapide, le plus agile. Au milieu, il y a 2 costauds qui suivent à quelques mètres. Mais eux, visiblement, préservent leur précieuse énergie. Derrière, il y a 2 adolescents. Alors eux, tranquilles, hein, en flirtant avec les buissons. Et moi, derrière, je suis au pas de course, tant bien que mal dans la savane, mais tout en observant. Soudain, ils s'immobilisent tous comme sur un ordre. Ils me regardent pour s'assurer que tout est OK pour moi. Ils se regardent pour s'assurer que tout le monde est prêt. Puis le premier pisteur de devant se met sans rien dire sur le côté, laissant les 2 costauds prendre la tête de la file. Les 2 compères repartent de plus belle, sans hésiter. À l'arrière, les adolescents accélèrent eux aussi, mais cette fois-ci pleinement attentifs aux 2 qui les précèdent, très attentifs aux moindres gestes et regards des 2 qui sont devant eux. J'ai l'impression que les leaders ont changé. Quelle source d'inspiration pour entreprendre autrement ? Le soir, assis en cercle autour du feu, la communauté partage ses histoires du jour,
Alors pour vérifier mon observation, je pose la question en groupe. C'est qui le chef ici? Le chaman, le guérisseur, prend la parole. Chez nous, la communauté est essentielle. Il n'y a pas un chef, mais des chefs. Il y a le chef de village, les anciens, des chasseurs, des artistes, moi-même le guérisseur. Ce sont les circonstances qui imposent le meneur de l'instant. N'importe quel membre de la tribu peut être amené à devenir le chef selon ses points forts. Parfois, ça peut même être les enfants. Ce sont l'expérience et l'implication de chacun qui sont primordiales. Les chefs, les anciens, sont toujours respectés, toujours soutenus. Leur autorité est naturelle, puisqu'elle nous sert à tous. Ici, dans la savane, nous devons tisser un lien harmonieux avec notre environnement. Être forts ensemble, c'est une simple question de vie et de survie. Quelle source d'inspiration pour entreprendre autrement? Vous, permettez-vous, acceptez-vous que tel collaborateur puisse prendre une décision à votre place, selon ses compétences, ses qualités, techniques ou relationnelles? Dans cette quête exploratoire, auprès des peuples autochtones, qui continue encore aujourd'hui, j'ai découvert d'autres visions, d'autres modèles, d'autres pratiques que ceux de notre monde occidental. Comme ces peuples premiers, aujourd'hui je suis convaincue depuis 28 ans que je voyage à la rencontre de ces peuples-là, en immersion, que leur vision du monde, leur vision de la société et leur mode de vie peuvent nous inspirer pour construire notre avenir commun. Alors, quelle source d'inspiration pour entreprendre autrement? Je ne peux aujourd'hui, en quelques minutes, vous livrer la richesse des enseignements de ces peuples-là. Mais aujourd'hui, je vous invite à retenir 3 notions essentielles. Premièrement, suivre son instinct et ses valeurs pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire dans la direction qui nous est favorable et qui est favorable au bien commun. Deuxièmement, un pouvoir. Je vais d'abord commencer. Une vision systémique du monde et de la société qui intègre l'environnement comme partenaire. L'environnement qui inclut la conjoncture, la concurrence, l'économie, pour une finalité d'équilibre et d'harmonie. Et enfin, un pouvoir partagé et tournant, basé sur le leadership naturel et la coopération, pour aller le plus loin possible, ensemble. Merci.